Bonjour à toutes et tous. Voilà, donc je me présente, je suis Patrice Mulato, créateur de la marque Patrice Mulato, spécialisé dans les produits capillaires. Nous vendons chez les grossistes coiffeurs et les coiffeurs. Donc ce qui veut dire grossiste coiffeur, c'est B2B ou B2C. Donc comme Bleu Libellule ou la boutique du coiffeur, nous sommes présents. Nous sommes présents sur toute la France. La marque a été créée en 2007 suite à des allergies que j'ai contractées dues à mon métier de coiffeur, puisque je suis coiffeur à la base. Et je me suis aperçu que beaucoup de clientes étaient allergiques. Et donc j'ai conçu la marque par rapport à cela et donc par rapport à mon ressenti aussi. Et donc c'est une marque qui est naturelle, qui est éco-responsable et qui est solidaire aussi, puisque nous faisons travailler 30 handicapés trisomiques qui remplissent nos produits à Lyon dans le conditionnement. Nous les avons accompagnés avec une première ligne de conditionnement. Nous en avons 4 et c'est vraiment ancré chez la marque Patrice Mulato et chez nos collaborateurs, puisque quand ils rentrent chez nous, ils viennent passer quelques jours chez les ADAPI pour travailler avec eux. Donc c'est vraiment une philosophie. C'est pas du greenwashing, c'est pas du marketing, même si dans notre métier, on doit faire du marketing, mais on a une croyance, on y croit. Et donc, c'est une marque qui est en croissance depuis le début, à 2 chiffres. Donc, on démarrait de 0, bien évidemment. On a une 30aine d'employés. On fait tout fabriquer en France. La marque donc, est à plus de 95% d'ingrédients d'origine naturelle. En 2007, le naturel n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Donc nous avons créé la naturalité avec un concept bien précis. Aujourd'hui, effectivement, elle est là. Mais quand on rentrait chez les coiffeurs, on ne rentrait pas par rapport à la naturalité, mais par rapport à l'efficacité, puisqu'on a un métier qui demande du professionnalisme. Et c'est pour ça que je m'adresse à vous, les jeunes. Nous avons une pénurie de chimistes dans le capillaire. Il y a beaucoup de personnes dans la cosmétique blanche qui travaillent beaucoup, mais dans le capillaire, c'est très complexe et on se fait, excusez-moi du mot, bouffer des parts de marché par les Italiens qui sont beaucoup plus forts que nous. Nous, on est resté made in France et on a du mal à trouver des laboratoires. Donc moi, je ne suis pas chimiste, mais j'accompagne les chimistes sur la connaissance du cheveu, l'histoire du cheveu. Et c'est pas facile, mais on y arrive en collaboration. Voilà, en gros. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire de notre métier de la coiffure, qui est un métier qui est passionnant, un métier qui ne va pas très bien, un peu comme les esthéticiennes. Donc on parlera aussi chiffres, on parlera beaucoup de choses. Et puis si vous avez des questions, je suis là pour vous accompagner. Donc je vais faire un peu vite parce qu'on a une belle histoire. Non, ça c'est... Excusez-moi. Voilà. Donc le premier shampoing a été créé par Schwarzkopf en 1903. Je ne sais pas si vous connaissez, les jeunes, ça va vous parler, enfin, vous allez pouvoir connaître un peu ce que c'est le métier de la coiffure. Donc en 1903, Schwarzkopf a inventé le premier shampoing. En 1908, Eugène Schuller, donc, qui est L'Oréal, qui est devenu L'Oréal, a créé la première coloration et a déposé un brevet qui s'appelait L'Auréole. Déjà, on avait une petite connaissance de ce qu'allait devenir cette marque, qui est une très belle marque, L'Oréal. Je ne travaille pas pour L'Oréal, hein, mais je vais citer beaucoup L'Oréal et Schwarzkopf parce que c'est les pionniers dans la matière, donc c'est important de le savoir. Donc en 1924, c'est la révolution de la coloration. Donc, vous voyez, on est loin, mais en fait, l'histoire se répète et vous allez voir que tout ce qui est shampoing à poudre, à base de poudre, etc., on les revoit aujourd'hui réapparaître, mais on les a inventés il y a très longtemps. 1924, c'est une année très importante parce qu'on a la libération de la femme avec des cheveux plus courts et halte à cette femme aux cheveux longs où elle devait se coiffer avec des coiffures qui étaient quand même assez dures à faire et très contraignantes. 1925, L'Oréal a créé le blond, ce qu'on appelle le blondir, donc c'est une couleur qui est éclaircissante. Le premier shampoing liquide, donc c'est en 1927, Schwarzkopf, donc c'est vraiment, là aussi c'est pareil, on avait beaucoup de shampoings à base de soude, à base de beaucoup de choses qui abîmaient le cheveu, qui abîmaient le cuir chevelu, et là on passe à un stade différent. Alors ça, moi j'ai connu,
pourtant je suis jeune, mais j'ai connu la permanente. Quand j'ai débuté mon apprentissage, j'ai connu avec, voilà, c'était très futuriste, hein, ça pourrait être dans un film, donc avec des petits bigoudis qu'on mettait, et on mettait donc des fils, et on cramait les clientes souvent. Elles ressortaient avec des cheveux très frisés, mais parfois aussi très crépus, très raides, donc c'était quand même un produit qui était très agressif, et on reviendra sur l'agressivité de nos produits dans notre métier, parce que c'est vraiment un réel problème chez les coiffeurs, les allergies que développent les coiffeurs. 1928, donc c'est une mousse et lave sans eau, donc ça s'appelait Eau Cap les cheveux, donc c'est plutôt une eau capillaire, donc c'est intéressant, il y a des idées qui vont se dégager. Immédiat. Donc c'est la première coloration donc, de L'Oréal, colorant qui en fait il y avait beaucoup de problèmes dans la coloration d'oxydation, ça a explosé, le produit n'était pas stable, et là L'Oréal arrive avec une couleur immédiate, donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir poser directement et qui s'adresse aussi bien chez les professionnels de la coiffure. En 1929, on a la première poudre décolorante. Donc ça, c'est une révolution parce qu'on pouvait décolorer beaucoup plus les cheveux. On était limité dans la coloration. Là, on arrivait à décolorer ce qu'on appelle dans notre jargon coiffeur un fond de décoloration. Quand vous décolorez un cheveu, vous passez du rouge foncé à l'orangé, au jaune clair, au jaune très clair. Et donc là, on arrivait à décolorer les cheveux et à voir, bien évidemment, on bousille les cheveux aussi, quoi. Hein, voilà. Hein, donc, 1933, le prototype de tous les shampoings modernes, donc ça s'appelait Onocali, le premier shampoing non alcalin, donc un shampoing moins agressif, qui est plus doux pour le cuir chevelu, plus doux pour le cheveu et plus facile à faire pour la femme. Oui, parce que dans les salons de coiffure, on fabriquait les shampoings à base de savon noir bouilli dans l'eau additionnée de cristaux de soude, donc c'était quand même un peu très agressif. 1947, la première permanente à froid. Donc, elle est basée donc, avec un actif acide plus un fixateur. Donc, on a fini avec les petits fils électriques et on travaille directement. Donc, on rend les ponts disulfure pour prendre la forme du bigoudi et après, on fixe avec un H2O2 donc, pour refermer les écailles du cheveu. Donc là, c'est une vraie révolution sur la permanente. Et notamment une Coco Chanel qui a fait, certains connaissent, donc une grande personne de la profession de la cosmétique, donc qui était un modèle pour beaucoup de femmes. Schwarzkopf, le polycolore, donc c'était la première coloration lancée à domicile. Donc en 1949 déjà, on commençait à travailler sur la coloration à domicile. Donc c'est une révolution parce que jusqu'à présent, on allait chez le coiffeur et là, on pouvait se faire la couleur chez soi. C'était un début et un bouleversement de la profession parce que c'est vrai que ça nous a pris des parts de marché énormes et ça prend des parts de marché énormes aux coiffeurs, cette coloration qui sont dans les grandes surfaces. 1952, le Regecolor. Donc là, pareil, le Regecolor, c'est une innovation. Pourquoi? Parce qu'elle ne va pas à l'intérieur, on ne déforme pas le cheveu, donc on ne décolore pas ou on ne colore pas le cheveu, on reste à l'extérieur et ça s'élimine au fur et à mesure des shampoings. Donc vous avez un reflet et au fur et à mesure des shampoings, vous allez pouvoir retrouver votre couleur naturelle. Donc là, c'est vraiment aussi une révolution dans la profession de la coiffure. Un fixateur pour mise en pli, il manque un R, en 1955. Pourquoi? Parce que les femmes se faisaient mettaient des bigoudis, des mises en pli, des brochines. Elles avaient des coiffures un peu très élevées, on va dire, et donc il fallait que ça tienne. C'était du carton, donc on mettait un fixateur pour faire tenir le cheveu. Donc on le mettait, on l'appliquait après le shampoing et on ne le rinçait pas et on procédait à son coiffage. Le shampoing colorant en 1955, donc c'est un shampoing qui décolore en même temps. Brigitte Bardot et Marilyn Monroe en sont les égéries de ces couleurs-là, et on l'appelle donc la colorelle. Et 1951-1955, on parle plutôt coiffant, qu'on appelle donc le Taft donc de Schwarzkopf, qui sont sortis. Donc, c'est un spray
qui en fait fixe le cheveu sans avoir ce côté gomme, etc., avec un léger toucher, et on ne voit pas ce côté laqué, etc. Et la première laque qui a rendu célèbre L'Oréal et qui a rendu L'Oréal très riche, parce qu'ils en vendent des millions, des milliards même, c'est la Elnet. À l'origine, elle vient de Elle et Net. Pourquoi Elle? Donc c'est la femme, et Net parce que c'était une coiffure qui était très, très apprêtée. 1960, première, là, donc on a vu en 50 qu'on commençait à faire de la coloration à domicile, mais en 60, il y a une augmentation de la coloration à domicile. Et donc là, le récital, je ne sais pas, certains l'ont connu, c'était de L'Oréal, parce qu'ils ont racheté des sociétés, etc. Donc là, on voit bien qu'il y a un bouleversement dans les habitudes des consommateurs, des consommatrices sur la coloration. Et en 64, une grande marque qui est née, c'est la marque Kerastase, qui est dédiée, donc c'est une marque qui est faite par des chimistes scientifiques et une marque qui en fait est plus proche du cheveu, où on travaille le cheveu par rapport à sa problématique du cheveu, donc cheveux secs, cheveux gras, etc. Et là va naître une grande marque Kerastase, même si aujourd'hui certains l'aiment plus, mais c'est quand même une belle marque. 1966, lancement de la coloration à domicile, donc on réaccélère, et là on voit bien, et ça n'a pas changé depuis, le packaging est toujours le même, donc depuis 2022, on voit bien la petite bouteille avec son petit truc, et puis on met son oxydant pour fixer, pour colorer les cheveux. Et 67, la mini-vague, la permanente, donc on était à la permanente mouton, et là on est à une permanente un peu plus souple, un peu plus glamour, un peu comme la Wavy, etc., donc qui donne cette souplesse, mais qui, avec des produits toujours des permanentes à froid, elle en reste dans la permanente à froid. 69, la première mousse colorante, donc c'est une mousse, on n'est plus dans le liquide, on n'est plus dans la crème, on est dans une mousse qui va tenir, donc c'est Schwarzkopf. Et 80, les premiers aérosols sans fréon, donc qui viennent de Schwarzkopf, j'ai connu. Et c'est vrai que c'était une révolution parce qu'on commençait à s'inquiéter de notre planète. C'était déjà une inquiétude parce que c'est vrai que la cosmétique était polluante, donc là on commençait à s'inquiéter un petit peu pour la planète. Et 78, la coloration Magirel de L'Oréal à base d'Ionène G. Donc c'est une coloration qui existe toujours et où ils font le plus de chiffre d'affaires. Ils ont beau inventer des choses. Aujourd'hui, L'Oréal, c'est Magirel et Diacolor, leur business, leur cœur de business. Ils ont essayé de faire du naturel, mais ils n'y sont pas arrivés. Ils n'y arrivent pas dans le monde du professionnel. Dans le B2C, oui, mais dans le B2B, c'est très dur parce qu'il y a un problème d'efficacité. Le marché de la coiffure. Donc, le marché de la coiffure, aujourd'hui, il représente 98 000 établissements. Il est réparti dans la France et vous pouvez voir que l'Île-de-France est le plus gros. Après, c'est la région Aura, donc avec 11 000, et la région Occitanie, 10 000. Donc, on a quand même eu beaucoup de salons de coiffure. Et vous allez voir, donc les établissements, on a 58% d'établissements où vous n'avez pas de salariés, 28% de 1 à 2 salariés, 10% de 3 à 5 salariés, et alors de 10 salariés, on a seulement 1%. On a un métier qui est très artisanal, et on parlait de digital, etc. Je ne l'ai pas mis dans le programme, mais on peut en parler. On a quand même encore, c'est dur à faire venir les coiffeurs dans le digital, dans l'Insta, dans le Facebook. On les accompagne, nous, en tant que marque, parce qu'on a un communication manager, nos clients, on les accompagne, mais ce n'est pas facile. Et c'est vrai qu'on leur demande beaucoup de choses aux coiffeurs, mais la première formation, c'est tu coupes les cheveux. Donc c'est vrai que ce n'est pas facile, et je pense que pour les esthéticiennes, c'est la même chose. Et on a aussi, en fait, on a 64% d'indépendants, 27% de travailleurs à domicile. Le travailleur à domicile s'est beaucoup développé. C'est un business qui se développe beaucoup, mais avec un chiffre d'affaires qui est vraiment
Zéro. Souvent, elles travaillent pendant 2-3 ans, mais elles ne gagnent pas bien leur vie, quoi. Enfin, je dis elles parce que c'est beaucoup de femmes, il y a très peu d'hommes, et c'est malheureux, mais elles ne gagnent pas énormément. Là. Et à peu près, le marché, il est entre 8,5 et 10% l'enseigne. Donc ça peut être 200, ça peut être Camille Elban, ça peut être Vogue, Chip, les deux plus gros. C'est le groupe Franck Provost et le groupe Vogue qui est Chip aussi. Et après, vous avez Desange, il me semble, si je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est à peu près ça. Le marché aujourd'hui, le chiffre d'affaires d'un salon de coiffure représente 80 000 € par entreprise. C'est que dalle. C'est catastrophique. C'est-à-dire que les coiffeurs ne gagnent même pas le SMIC. Moi, ça me fait mal au cœur quand je vois ça, mais il y a un gros problème. Il y a un gros problème, pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne fait pas payer les coupes pas assez cher, et donc les consommateurs ne sont pas prêts à mettre plus. Quand on voit ces chiffres, on dit on pourrait payer plus, mais en fait, il n'y a aucune étude de marché, ils ne font aucune étude de marché, ils regardent les concurrents en disant je vais mettre tel prix, tel forfait, parce que mon concurrent fait ce forfait-là, alors qu'en fait, il faut élever le niveau de la coiffure, et on a un gros problème dans la coiffure, c'est le recrutement des coiffeurs. Les coiffeurs n'arrivent plus à recruter des coiffeurs, quoi. Donc, il y a ils veulent plus. Alors, c'est pas qu'ils ne veulent plus travailler, mais le Covid a eu un bouleversement complet, et aujourd'hui, c'est vrai qu'ils ne veulent plus travailler le samedi. C'est un constat, ils ne veulent plus travailler un samedi, et je les comprends, hein, parce que moi, j'ai travaillé pendant 20 ans tous les samedis, et maintenant je ne travaille plus de samedi, et c'est vrai que c'est un confort. Donc c'est vrai qu'il faut que les entrepreneurs adaptent aussi un recrutement qui soit différent. J'ai fait le test, j'accompagne des jeunes de salons de coiffure où on a fait une rédaction d'une embauche, et je lui ai dit tu mets un samedi par mois, tu mets les tickets restaurants, tu mets la semaine à 4 jours, et là, il avait 0 CV, et là, il a eu 30 CV d'un seul coup. Donc ça prouve qu'on peut recruter, mais il faut recruter différemment. Donc, et le marché va pas très bien, hein, comme on peut voir, hein, 2020-2019, ça c'est des chiffres, j'ai pas 2021. Les indépendants sont à moins 18. Les enseignes ont beaucoup plus souffert. Pourquoi ? Parce qu'elles sont dans des galeries marchandes. Donc elles ont pris un coup, et que les galeries marchandes, même en 2020, certaines étaient fermées. Donc les galeries marchandes, hein, elles ont pris un coup sur la tête. Et les coiffeuses à domicile, j'étais surpris, mais elles sont aussi à moins 22%. Donc c'est pas un marché qui est très fort. La répartition du chiffre d'affaires, donc sur la prestation, on est à 87% de la prestation, donc ça y est, des coupes, des colorations. Le service coloration vient en premier, c'est 50%. Après, c'est les shampoings et soins. Et après, on a ce qu'on appelle le coiffant, etc. Donc, et on a la revente en salon de coiffure, elle est à 10%, mais ça c'est le max. On a certains salons qui font 20%, notamment les salons avec enseigne. Elles ont une formation bien précise, mais parfois c'est 2-3%. Et aussi on a un souci, c'est l'offre de produits. Aujourd'hui dans les salons de coiffure, c'est ce qu'on leur dit, il faut avoir une alternative à la chimie conventionnelle et la naturalité pour attirer toutes ces nouvelles clientes, parce qu'en fait, nous, les coiffeurs ont un retard sur la naturalité. On reviendra là-dessus, mais c'est... Donc la prestation homme est à 32%, et la prestation femme, bien évidemment, elle est beaucoup plus, parce que les prix sont plus élevés. Donc les nouveaux services qui ont été mis en place en 2020, le premier service, c'était le lissage qui se dégage, le barbier, 22%, le soin Botox. Alors, on n'a pas le droit de l'appliquer Botox, on n'a pas le droit de l'appeler Botox, hein, c'est un mot déposé, mais beaucoup de coiffeurs l'appellent Botox. C'est un soin profond qui va, en fait, c'est entre le lissage et le soin traditionnel, ça va, en fait, soigner le cheveu sur une longue durée. Donc, en fait, on travaille avec des acides glyoxyliques qui, en fait, ouvrent les ponts du sulfure, qui sont minimum, on travaille à 2-3%, et on amène, en fait, de la kératine. Donc souvent, c'est de la kératine à base de laine de mouton qui est plus proche de l'humain. Et en fait, ça ouvre en fait, ces ponts du sulfure. La kératine rentre à l'intérieur et on vient la fixer avec un fer à lisser. Au lieu de mettre un produit neutralisant à base d'eau oxygénée, là, avec le fer, on arrive à fixer la kératine. Je parle de ça parce qu'on vient de sortir un Botox, nous aussi, mais on ne l'appelle pas Botox, on l'appelle soin reconstructeur
naturel. Et c'est un produit qu'on a lancé en 2021. Et en 2021, ce seul produit, chez nous, a fait des implantations 400 000 € en un mois. Donc, pour vous donner une idée, c'est des produits qui sont très tendance. Les massages crâniens, donc ça veut dire cocooning. On revient à ce que présentaient mes deux collègues précédemment. Donc, aujourd'hui, la cliente veut plus de cocooning, plus de massages. Et en 2019, on avait une inversion. On avait beaucoup, et on voit bien fleurir des salons barbiers dans toute la France, 36%. Et c'est super bien parce que l'homme venait acheter de la propreté quand il venait dans les salons de coiffure. Aujourd'hui, il vient acheter du cocooning, il vient se soigner, en fait, comme la femme, on va dire. Aujourd'hui, il n'y a pas de différence à la beauté, et on devrait augmenter les prestations des hommes et ne pas les faire payer 25 €, mais faire plus cher. Je ne vois pas pourquoi une femme payerait 45 € une coupe de brochine et un homme 25 €, parce que c'est la même chose. Donc voilà. Et la coloration végétale, j'en parle parce qu'en 2019, c'était un grand boom, la coloration végétale. Et effectivement, elle s'est inscrite aujourd'hui dans la... C'est fini ? Non. Parce que si vous voulez, j'arrête. Oui. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est les attentes du professionnel aujourd'hui? C'est une profession qui est en retard sur la naturalité. On a le B2C qui force, qui pousse les portes pour demander de la naturalité, et les coiffeurs ont du mal. Pourquoi? Parce que ils ont pas la culture ils ont pas la culture de la naturalité, ils ont la culture de la chimie, due à nos grandes marques qui ont été formatées. Voilà, les L'Oréal, les Schwarzkopf, qui leur ont donné donc la molécule qui va transformer votre cheveu en 3D, etc. Donc c'est vrai que c'est difficile de les amener à la naturalité. Ils trouvent que ce sont des produits pas assez efficaces parce qu'ils font des comparaisons entre la chimie et la naturalité, et alors qu'il faut avoir une autre perspective, une autre façon de travailler, une autre présentation pour proposer ces services-là. Et donc, notre but, c'est de les accompagner sur la naturalité. Ils ne maîtrisent pas les discours aussi et la technique, et aussi les mauvaises informations sur le naturel. On a un problème, chez nous, dans notre profession, c'est le greenwashing, parce qu'on ne met pas de silicone, on ne met pas de parabènes, et c'est naturel. On en entend tous les jours, je ne sais pas en esthétique, mais c'est exactement ça. Et ça, c'est les marques. Et les grosses marques profitent de ce dialogue pour noyer un petit peu ce côté naturalité. Et c'est pour ça que chez nous, on a créé en 2022 le guide de la naturalité. C'est quoi la naturalité dans un produit capillaire? Et alors on va plus loin, on va aussi sur la biodégradabilité, on va aussi sur le packaging, le post-consommation, comment est recyclé un flacon, d'où ça vient, etc. Donc voilà. C'est une profession qui souffre, qui est en fait une profession où on a d'énormes allergies. Donc on dit qu'à peu près 9,6% des coiffeurs disent avoir été victimes d'une allergie, et 11,12% d'allergies respiratoires. C'est ce qui m'est arrivé, mais on en a énormément. Beaucoup de coiffeurs arrêtent la profession parce que ce sont des produits qui sont quand même agressifs pour l'usage au quotidien, pour eux-mêmes, mais aussi pour leurs clientes. Alors, la priorité absolue, moi, je pense qu'il faut que vous créez des produits plus naturels. Et il faut des produits moins nocifs. Il faut que ça soit aussi bien pour le coiffeur, parce qu'il y a beaucoup de manipulations. Quand on fait 20 shampoings dans une journée, c'est énorme, et on abîme les mains des coiffeurs. Alors, une cliente, vous qui êtes cliente chez les coiffeurs, vous ne le voyez pas. Mais par exemple, quand vous faites de la coloration pendant 20-30 ans, l'accumulation de ces produits chimiques dans le corps, parce que ça va dans tout le corps, ça crée un problème, quoi. Il y a quand même une interrogation. Moi, j'ai une interrogation sur nos produits, sur la coloration, sur les décolorations. Il y a un gros problème. On mettra, moi, j'en suis persuadé, dans quelques années, que la coloration tue, comme le paquet de cigarettes, parce que ce sont vraiment des produits chimiques qui sont très agressifs. Donc, on a des problèmes de cancer, on a des problèmes, on ne le dit pas, mais il y a des problèmes de cancer chez les coiffeurs à cause des manipulations. Et c'est vrai que moi, je trouve qu'on ne dit pas assez, mais on va avoir un problème. On va avoir des procès très rapidement dans la profession, et même chez nos clientes.
Alors, le marché qui est en devenir, c'est quoi? C'est de trouver la coloration naturelle, hyper naturelle, qui prend sur les cheveux blancs à 100%. Alors, vous me direz, il y a la végétale, mais la végétale, ça ne fait pas tout. C'est pas top. Ça vire au roux, ça vire orangé. Quand on décolore, ça fait vert, etc. Donc, ça va pour un style de cliente, mais pas tout. Et les clientes n'ont pas le temps de rester 2 heures, voire 2 applications. Vous passez la journée chez le coiffeur, donc ça va bien pour celles qui ne travaillent pas, mais je pense que ce n'est pas notre quotidien. Donc il y a vraiment un défi sur la coloration naturelle. Et je discutais hier soir avec une personne qui travaillait sur les algues, etc., il faut créer un oxydant naturel, il faut créer quelque chose, mais je pense qu'il y a des choses à faire. Pareil pour les permanentes style wavy. Donc on a créé le lissage à base d'acide. Et je pense qu'on peut créer... Enfin, moi, je travaille dessus. On va créer une permanente naturelle, style wavy, plus douce, qui va durer moins longtemps, mais on va y arriver. Donc, il y a plein de choses. Des poudres décolorantes, effectivement aussi, si on arrivait à du naturel, ça serait top. Alors, c'est peut-être utopiste, hein, mais moi, je pense qu'on va y arriver. Des shampoings et des soins biodégradables, et peut-être des shampoings, et j'ai vu des jeunes qui font ça aujourd'hui, je dis bravo, les Nespresso du shampoing à usage unique, rapidement, qu'on peut utiliser une fois et qui se biodégradable tout seul. Donc le marché de l'homme en pleine expansion, donc comme je disais, il venait consommer de la propreté, aujourd'hui il consomme de la beauté. Aujourd'hui, il prend conscience de sa tignasse et ses problématiques de sa barbe. Donc, on a vu beaucoup de gens, de consommateurs barbus. Et c'est vrai qu'il y a des nouveaux services à créer autour de l'homme. On a créé, donc bien sûr, on peut le créer. Vous me direz, mais vous n'avez pas parlé de numérique. On vient petit à petit au diagnostic du numérique, mais c'est trop long en salon de coiffure et c'est pas facile à faire du diagnostic avec de l'informatique et tout ça, parce que le coiffeur, lui, quand il a du monde le vendredi et samedi, il n'a pas le temps de proposer ce style de prestation, parce que il faut qu'il fasse du chiffre, quoi. Et on a aussi un gros défi, c'est la diversité de nos cheveux. On le fait pour la peau, on le fait très peu pour les cheveux. Mais il y a aussi beaucoup de gammes. Donc on a créé ces dernières années, on voit bien les gammes ethniques, notamment tout ce qui est afro qui se développe. Mais il y a encore des choses à créer, des services à créer sur le cheveu afro, je pense. Et il y a aussi tout ce qui est gamme asiatique, où on n'a pas créé. Il y a les asiatiques. Et c'est vrai que là, c'est intéressant parce que le cheveu n'est pas le même. Hein. Je vous ai fait voir le typologie de cheveux. Et l'Afrique du Nord, parce que l'Afrique du Nord, il ne faut pas confondre avec l'Afrique noire. Donc, c'est pas les mêmes cheveux. Donc, effectivement, autour de ces cheveux, autour de ces ethnies, on peut créer de nouvelles gammes de produits. Hein, donc, des produits annexes. Et je vais arrêter là, je crois. Voilà, merci. Merci. C'est bon, hein ? Oui, on va prendre le temps juste pour une ou deux questions. Alors merci d'abord pour cette très belle présentation. On voit que la cosmétique capillaire a commencé par de la cosmétique solide. C'est intéressant de voir que c'est un éternel recommencement. Le deuxième point, c'est que je note pour ma santé, j'ai bien fait d'arrêter les colorations. Et donc autrement, je vais donner la parole à la salle pour des questions, si toutefois vous en avez. Sinon, j'ai une première, en tous les cas, parce que vous avez parlé beaucoup d'histoires de coloration. Je voulais savoir à quel moment le soin est arrivé dans les salons de coiffure, éventuellement pour le soin des cheveux. C'est ce qu'on n'a pas vu sur cette période. On le voit alors, dans les années 70. C'est-à-dire qu'il y a eu la permanente des années 70 et dans les années 80, ça s'est arrêté parce que là, dans les années 70, on a beaucoup travaillé sur la coloration parce qu'il faut savoir que la coloration dans un salon de coiffure représente 50% du chiffre d'affaires et donc la coloration, superposition de coloration, décoloration abîme les cheveux et donc dans les années 70-80, on a vraiment fait un pas sur le traitant, les gammes traitantes, et notamment on voit l'arrivée de Kérastase, où L'Oréal avait vu juste en créant la marque Kérastase avec un soin profond, des soins profonds, etc. Merci. Je sais que sur deux sujets que vous avez évoqués, il y aura une intervention de Croda, notamment sur pour la coloration douce du cheveu, et une intervention aussi sur la partie réglementaire. Donc on parlera des risques des métiers.